Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Rise, l'émission qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Stan Lee. Parce que sous les vidéos des gros youtubeurs, quand Stan Lee est mort, tout le monde mettait ouais, fais une vidéo sur Stan Lee s'il te plaît, fais une vidéo sur Stan Lee, gna gna gna. Et moi personne m'a rien demandé. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben je fais une vidéo sur Stan Lee. Avant de commencer, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur le sexisme et la diversité dans les comics. Les liens sont dans la description de la vidéo et ça fera un excellent complément. Alors après sa mort l'année dernière, tout le monde a parlé de Stan Lee, tout le monde, et au programme des hommages, des hommages, des hommages et encore des hommages. Des hommages plus ou moins éclairés qui auraient tendance à nous faire oublier que le gentil papy des comics était aussi un redoutable homme d'affaires, qui a su utiliser son image, construite au détriment de ses collaborateurs comme Jack Kirby ou Steve Ditko, pour élever Marvel et ses personnages au rang d'institution mondiale. Bref, on va pas refaire le parcours de Stan Lee, qui comme tous les génies était bourré de défauts. Un peu comme moi quoi. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, chacun tente de se réapproprier ou bien de réinterpréter le travail de Stan Lee, notamment en ce qui concerne sa tendance à mettre en avant des personnages différents, issus de la diversité et ne correspondant pas aux clichés classiques du genre super-héroïque. Cette tendance est glorifiée par certains, au point d'en faire une interprétation collant à leurs orientations politiques, ou bien totalement niée par d'autres qui estiment qu'il n'y a aucun message dans le travail de Stan Lee et de ses collaborateurs. La question est donc la suivante, Stan Lee est-il un putain de social justice warrior ? Social Justice Warrior, souvent abrégé en SJW, est un terme qui englobe toute personne défendant des causes sociales progressistes, comme le féminisme, la diversité culturelle et sociale, la représentation des minorités, etc. Ce terme a généralement une connotation négative ou provocante, soulevant la forte capacité d'indignation de ceux qui se définissent ou sont définis comme Social Justice Warrior. Bon, à titre personnel, j'aime pas trop coller des étiquettes aux gens, mais en mettant ça dans le titre, j'étais sûr que t'allais cliquer. Oui, t'es trop prévisible, c'est comme ça. Le bad buzz est devenu la nouvelle publicité. Plus que vous dites est trash ou extrême, plus vous avez de chances que cela soit relayé. Et ça peu importe votre orientation. Vous avez un livre à vendre, qu'à cela ne tienne, balancez une petite punchline bien provocante et attendez que les réseaux sociaux s'en emparent. Vos détracteurs et vos soutiens feront la promotion de votre dernier ouvrage, qu'ils le veuillent ou non, et ça ne vous coûtera absolument rien. Notre société se développe de plus en plus autour d'un phénomène d'immédiateté et de surréaction. Il faut donner son avis sur tout de suite et avec des propos forts, ce qui a pour effet de propager le phénomène. Les camps sont prédéfinis et aucune nuance n'est plus possible. Alors que le vrai problème n'est pas de savoir de quelle catégorie vous faites partie, mais bien que plus personne ne semble capable de faire preuve d'un peu de recul dans cette cacophonie orchestrée par des gens incapables de se remettre en question. Stan Lee faisait donc preuve de quelque chose qui a totalement disparu aujourd'hui, le bon sens. Quand il crée avec Jack Kirby les Fantastic Four en 1961, Stan Lee s'inspire du succès d'une autre équipe apparue quelques mois plus tôt chez la distinguée concurrence, la Justice League of America. Sauf qu'en bon visionnaire qu'il est, il décide de remplacer les super-héros classiques venus d'univers différents par une famille dans laquelle chacun des membres est doté d'un super pouvoir. Ainsi, chez les 4 Fantastiques, que vous soyez un homme, une femme ou un ado, vous êtes tous sur un pied d'égalité, ce qui était bien plus que novateur dans la bande dessinée américaine des années 60, dans laquelle le Comics Code Authority imposait de nombreuses règles, notamment celle de donner des rôles de moindre importance aux personnages féminins. Si les 4 Fantastiques sont une première étape, les X-Men, qui font leur premier pas chez Marvel en 1963, sont l'exemple le plus parlant d'une volonté de diversité et de progressisme dans le travail de Stan Lee et Jack Kirby. Stan Lee et Jack Kirby, de leur vrai nom Stanley Lieber et Jacob Kurtzberg. Et non, les mecs étaient pas bretons, non? À l'image de Jerry Siegel et Joe Shuster, les créateurs de Superman, Stan Lee et Jack Kirby sont les enfants de familles d'émigrés juifs ayant fui l'Europe pour s'installer aux États-Unis. Et si eux-mêmes sont nés sur le continent américain, on peut imaginer que leur histoire familiale ont influencé leurs œuvres. Si c'est plus qu'évident chez Superman, avec le thème de l'étranger en terre étrangère, on le retrouve aussi chez Marvel, avec les X-Men ou encore le Silver Surfer. La série X-Men de 1963 est un véritable condensé d'histoire. En combinant la persécution des juifs ou des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale et la peur de l'atome en pleine guerre froide, Lee et Kirby donnent naissance à des personnages mis au banc de la société pour leurs différences. Et sincèrement, autant j'accepte que chacun puisse voir ce qu'il veut dans n'importe quelle œuvre, autant il est impossible de ne pas voir ça dans les X-Men. Là on n'est pas dans le sous-texte ou la référence cachée, c'est évident. Et il suffit de voir le personnage de Magneto pour s'en convaincre. Et Hank Luncher a connu les camps de concentration. Persécuté d'abord parce qu'il était juif, puis à cause de ses pouvoirs mutants, il n'a plus aucune foi en l'espèce humaine. De façon assez incroyable, celui qui se fait appeler Magneto est prêt à reproduire le schéma dont il a été victime et à éliminer les humains tous autant qu'ils sont. Les X-Men de Charles Xavier, qui sont pourtant victimes de la même discrimination, se mettent en travers de sa route et refusent de tomber dans l'extrémisme. Ils n'ont pas soif de vengeance ni envie d'imposer leurs règles, mais demandent seulement à pouvoir vivre librement. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à quel point cette histoire est intemporelle, universelle et intelligente, mais c'est juste fou en fait.
Évidemment, on pourra toujours dire que cette idée selon laquelle des gens si différents peuvent vivre en harmonie est éminemment utopiste. Et clairement, elle l'est. C'est pour ça que les X-Men sont une fiction et pas une biographie. Mais même si notre nature nous pousse souvent au fatalisme, c'est pas en partant défaitiste qu'on arrive à quelque chose. Les comics ayant pour but de divertir un lectorat parfois assez jeune, il paraît relativement évident que si message il doit y avoir, il ne va pas encourager nos chères têtes blondes à provoquer la fin du monde et l'annihilation de l'espèce humaine à grands coups d'ogive nucléaire. Bon, y a quand même un problème, hein. Un gros problème, bah oui. Ils sont tous blancs, les premiers X-Men. Ils sont tous blancs. Il est vrai que l'équipe originelle est constituée de personnages n'étant pas vraiment représentatifs de la diversité de la population des États-Unis à l'époque. Tous blancs et tous assez propres sur eux, Cyclope, Jean Grey, le Fauve, Iceberg et Angel restent assez proches du stéréotype classique du super-héros américain bien sous tout rapport. « Oh mon dieu, Stan Lee est donc raciste !» dit-il alors que toutes ses certitudes volaient en éclats. Il faut d'abord se souvenir qu'en 1963, le Comics Code Authority avait encore pas mal de pouvoir sur les publications, et qu'il n'encourageait clairement pas les auteurs et les éditeurs à verser dans la diversité s'ils ne voulaient pas être victimes de censure. Et si Stan Lee a su écrire en fonction des débats de son époque, avec la première apparition de Black Panther dans les pages de Fantastic Four en 1966 ou avec Miss Marvel en 1977, il s'est principalement inspiré de mouvements de contestation déjà existants. En somme, si Stan Lee était sûrement progressiste, il n'était pas avant-gardiste. Si les comics ne sont pas instigateurs de mouvements, ils sont le reflet de la société dans laquelle ils sont produits. Ainsi, les luttes sociales qui existaient à l'époque où Stan Lee écrivait pour Marvel se sont naturellement retrouvées de façon plus ou moins directe dans les pages de ses comics. Il a su utiliser les craintes et les attentes de son époque pour alimenter des fictions dont le rythme de production était plus que soutenu. En s'inspirant du monde dans lequel il vivait, il a indirectement participé à son évolution tout en nous offrant de passionnantes histoires. Le discours de Stan Lee et de ses collaborateurs n'est jamais forcé ou gratuit. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des idées progressistes que tout ce qu'ils produisaient tournait autour de ça. Ils faisaient avant tout de la BD pour divertir les gens, et s'ils pouvaient y mettre un message, ils le faisaient. Le travail de Stan Lee est un modèle pour les créateurs actuels, car si la représentation de la diversité est nécessaire, elle ne doit jamais être instrumentalisée à des fins commerciales, au risque de voir dénaturer son propos originel et de donner du grain à moudre à ses détracteurs. Et tout ça relève du bon sens. Certains continueront de penser que Stan Lee a inventé la diversité dans les comics, ou même qu'il était le dessinateur de Spider-Man. D'autres diront peut-être qu'au final, il collait à l'actualité par manque d'inspiration et pour faire de l'argent, ou bien qu'il n'y a aucun message dans les comics de Stan Lee, et je crois que la vérité est un peu au milieu de tout ça. Les comics sont des œuvres de divertissement, ils doivent nous faire rêver et voyager, et nous ne sommes pas obligés d'y voir des messages cachés, même s'ils sont bien là, et qu'on soit d'accord avec ou pas d'ailleurs. L'industrie de la bande dessinée ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, elle est aussi là pour faire de l'argent. Aussi, coller à des sujets d'actualité qui parleront aux lecteurs est une valeur sûre pour provoquer des réactions et faire parler des publications, encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Lorsque l'on parle de culture, il est important de ne pas s'arrêter à un extrait ou à une image, mais de savoir prendre l'œuvre dans sa globalité et son contexte. Bon, c'est un sujet super compliqué et j'ai essayé d'être pas trop con, mais je vous garantis rien, et je suis quasiment sûr que vous avez tous quelques petites précisions à me donner dans les commentaires. Le mieux, c'est qu'avec cette vidéo, je vais sûrement autant me faire traiter de social justice warrior que de sexiste ou de raciste. Mais je me dis que d'un autre côté, dans le monde d'aujourd'hui, être fâché avec tout le monde, bah c'est plutôt bon signe, donc ça va. Et puis on peut faire le test, hein. Je suis sûr que cette vidéo ne sera jamais autant vue et partagée que si j'avais eu un point de vue extrême sur le sujet, tout simplement parce que j'essaye de faire preuve de bon sens et que c'est pas ce qui marche sur internet. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.